Bonjour et bon réveil, bienvenue sur I24 pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct. On jette tout de suite un coup d'œil au sommaire de votre édition. Attentat d'hier en Israël, une des 2 victimes, une jeune femme de 23 ans, vient de décéder suite à ses blessures. Les 2 Palestiniens ont quant à eux été abattus. L'attaque s'est produite dans une épicerie de l'implantation de Beth Horon, au nord-ouest de Jérusalem. On y sera dans un instant. Contrôleur du ciel, taxi, instituteur, fonctionnaire, mardi noir ou mardi de toutes les contestations en France. Que revendique-t-il? Qu'espère-t-il obtenir? On se rendra à Paris pour faire le point. L'expression a été polémique il y a 5 ans, elle l'est toujours autant aujourd'hui. Bébé sauveur ou bébé médicament? Comment s'est mis en place le processus? Nous serons avec René Friedman, c'est lui à qui en 1982 permettait la naissance du premier bébé éprouvette et la naissance aussi plus récemment du premier bébé médicament. Nous serons avec lui dans moins d'1 heure. Et pour finir, en toute dernière partie, on verra si vous êtes prêts à vous faire contrôler ou en tout cas à perdre le contrôle. Le très célèbre mentaliste israélien Nimrod Harel sera sur notre plateau. Attention, chroniqueurs, téléspectateurs, certains secrets vont vous être révélés. Ce sera dans 1h30. Et on ouvre tout de suite avec l'attentat d'hier. Une des 2 victimes, une jeune femme de 23 ans, vient de décéder suite à ses blessures. C'est ce que l'on vient d'apprendre. Les 2 Palestiniens ont quant à eux été abattus. L'attaque s'est produite dans une épicerie de l'implantation de Beth Horon, au nord-ouest de Jérusalem. Daniel Haïk, bonjour. Vous êtes sur place, près de l'hôpital où a été traitée la victime. Elle est décédée, elle avait 23 ans. Une autre personne est dans un état grave. Elle a plus de 50 ans, elle. Oui, effectivement, Nathalie, elle s'appelait Shlomit Kriegman, elle avait 23 ans, elle était responsable d'un mouvement de jeunesse dans cette localité de Beth Horon où ont pénétré les 2 terroristes hier en fin d'après-midi. Ils l'ont poignardée de plusieurs coups de couteau au ventre et à la poitrine. Elle a été grièvement blessée, son état s'est dégradé durant son transfert vers l'hôpital Hadassah du Mont Scopus. Les médecins ont tenté de stabiliser son état, son pronostic vital était engagé, nous avait dit hier soir la directrice de l'hôpital, et durant toute la nuit les médecins ont lutté pour tenter de stabiliser son état. Malheureusement, elle a donc succombé ce matin à ses blessures. Une autre blessée, elle, est hospitalisée dans l'hôpital Shaare Zedek, toujours à Jérusalem. Son état est tout de même sérieux mais moins inquiétant. Daniel, c'est le 3e attentat à l'intérieur d'une implantation, qui plus est lourdement sécurisée cette fois, et les terroristes qui sont toujours, et on l'a découvert encore une fois hier, plus audacieux. Du coup, les mesures de sécurité vont être accrues. Oui, effectivement, il semble que les terroristes aient délibérément choisi de cibler la population juive des implantations en Judée et en Samarie. C'est le 3e attentat, effectivement, Nathalie, après l'attentat à Otniel il y a un peu plus d'1 semaine qui a coûté la vie à Daphna Meir, l'attentat à Tekoa également où il y a eu une blessée sérieuse. C'est le 3e attentat et cette fois c'est un attentat dans une localité qui est effectivement sécurisée. Il y a une clôture autour de cette localité de Beth Horon et on voit effectivement des terroristes qui rentrent à l'intérieur de cette localité quasiment en pleine journée, qui y commettent un attentat, et on voit des terroristes qui sont plus audacieux effectivement, même qui transportent non seulement des couteaux mais également des charges explosives qui auraient pu donc exploser dans le courant de cet attentat. On constate au sein des forces de sécurité ce nouvel état de fait et l'on s'en inquiète d'une certaine manière parce que cela est le reflet probablement d'une nouvelle approche de la part des terroristes qui pourraient répondre ainsi aux appels à un durcissement de cette intifada des couteaux lancée au cours des dernières semaines par le Hamas. Merci Daniel, en direct donc de Jérusalem. On parlera avec un habitant justement dans quelques instants, un habitant de cette implantation de Beth Horon. Mais je vous propose pour l'heure de revenir sur le déroulé de cet attentat avec ce sujet signé Maxime Pérez. L'attaque s'est déroulée peu avant 17h, encore au cœur d'une implantation juive. Cette fois, c'est la localité de Beth Horon qui a été touchée à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. 2 Palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur de la localité ont d'abord poignardé une femme de 20 ans devant la supérette du village.
La blessée a été transférée ici, c'est une jeune femme. Elle se trouvait alors en phase de réanimation, sans pression artérielle. Elle souffre de plusieurs coups de couteau et nous avons poursuivi ici des soins intensifs. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, 2 clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Au bout de quelques instants, les 2 assaillants surgissent mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, ils s'en prennent à une seconde femme âgée de 23 ans, plus légèrement touchée malgré les coups de couteau. Finalement, c'est l'officier de sécurité de Bet Horon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les 2 terroristes sont abattus en tentant de s'échapper de l'implantation. Les voici à l'image avant leur passage à l'acte. Ils seraient tous 2 âgés d'une vingtaine d'années. Les 2 victimes de ce nouvel attentat à l'arme blanche ont été transférées dans des hôpitaux de Jérusalem. Il s'agit de la 3e attaque consécutive à se dérouler au cœur d'une localité israélienne de Cisjordanie. Alors justement, on prend la direction de cette localité de Bet Horon. On y rejoint Michael Gabé. Michael, bonjour. Alors, vous étiez hier dans votre maison au moment de l'attentat. On va en reparler dans quelques instants. Mais cette jeune fille qui vient de décéder, cette jeune fille de 23 ans, Shlomit, eh bien finalement, c'est un peu la fille de tout le monde aujourd'hui dans l'implantation. Oui, elle habitait chez ses grands-parents. Sa famille habite dans le Yishuv depuis quelques années. Elle était revenue il y a 3-4 ans pour prendre en charge le Bnei Akiva, qui est le mouvement de jeunesse où tous les enfants du Yishuv se retrouvent en général le samedi et un soir dans la semaine. C'est elle qui l'a dirigé pendant 1 an, pendant son année de service national. Elle était très connue et très aimée par tout le monde dans le Yishuv. C'est le choc ce matin dans le Yishuv. Les psychologues sont déjà sur place? Les psychologues sont en route, là, il est encore un petit peu tôt. Les enfants, pour l'instant, arrivent. Tous se rendent pas compte, bien que moi, je vois hier, les adolescents étaient sur WhatsApp pendant tout le déroulé, quand on était enfermés à la maison, en train d'essayer de prendre des informations auprès des amis, des gens qui habitent plus près, qui voyaient un peu mieux ce qui se passait. La meilleure amie de ma fille habite à 20 mètres de la supérette où ça s'est passé. Donc on avait aussi dans le groupe des parents, des gens d'enfants, d'essayer de comprendre un petit peu en même temps que ce qu'on recevait d'officiel, que ce soit par l'armée, par le conseil régional ou même par la sécurité du Yishuv. Merci beaucoup, Michael, pour ce témoignage, donc habitant de Bet Horon. 153 nouveaux logements approuvés dans les implantations. C'est la première fois en environ 1 an et demi que le gouvernement approuve des plans importants pour de nouvelles constructions en Cisjordanie. Dror Even Sapir, plus de détails ce matin. Oui, alors écoutez, 153 nouvelles unités de logement, c'est peu. Pas de quoi, a priori, susciter l'ire des chancelleries occidentales, parce que vous savez que dès que les Israéliens annoncent de nouveaux projets immobiliers dans les implantations de Cisjordanie, et même à Jérusalem-Est, dans les quartiers israéliens de Jérusalem-Est, eh bien en général, les Occidentaux, les Européens, les Américains montent sur leurs grands chevaux en affirmant que ce genre de décision remet en cause la faisabilité même du principe des 2 États pour les 2 peuples. Alors, vous avez eu raison de souligner, Nathalie, que pendant près de 2 ans, on n'a quasiment pas construit dans les territoires. Et c'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que le gouvernement israélien actuel est considéré comme l'un des plus à droite de l'histoire du pays. Et ce gouvernement très à droite, eh bien, a très peu, il a construit un petit peu, mais très peu lancé de nouveaux projets immobiliers dans les implantations de Cisjordanie, ce qui d'ailleurs a suscité la frustration, voire la colère du mouvement des implantations et de ses relais dans la classe politique, le parti de Naftali Bennett bien évidemment, mais aussi au sein même du Likoud. Alors autre élément, il avait donné son accord de principe en octobre dernier déjà, Benyamin Netanyahou, qui accepterait de rencontrer Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, à Paris, et ce à l'initiative de l'Élysée
l'Élysée de Laurent Fabius. Seule exigence pour le Premier ministre israélien que Mahmoud Abbas ne demande pas, n'exige pas de conditions préalables à cette rencontre. Oui, alors c'est ce que Benjamin Netanyahou dit et répète depuis plusieurs mois, qu'il est prêt à rencontrer Mahmoud Abbas. Simplement, il faut que ce soit sans aucune condition préalable. C'est-à-dire que si Mahmoud Abbas exige pour accepter de rencontrer le Premier ministre israélien, eh bien que Benjamin Netanyahou décide par exemple, et c'est tout à fait lié à ce que l'on vient de dire, un gel des constructions dans les implantations, parce qu'il y a eu un gel, mais il n'était jamais avoué. Et ça, c'est une grande différence. Donc, si Mahmoud Abbas exige ce genre de mesures, gel des constructions, libération de prisonniers palestiniens, eh bien Benjamin Netanyahou, dans ce cas-là, refuserait de rencontrer Mahmoud Abbas. Merci beaucoup pour ces explications. On va tout de suite passer à l'essentiel de l'actu internationale, en bref et en images. L'essentiel de l'actualité internationale et on commence par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, qui se penche sur une demande de la Ligue des droits de l'homme visant à suspendre tout ou partie de l'état d'urgence instauré, vous le savez, après les attentats du 13 novembre, jugeant que son maintien serait une atteinte grave aux libertés. François Hollande est l'invité d'honneur de l'Inde. Le pays fait mijoter Hollande pour l'achat des 36 Rafales. Le président de la République a tout fait pour arracher la signature du contrat espéré par Dassault. Un accord politique a été conclu, mais les négociations avec les militaires indiens achoppent toujours sur le prix. Et puis un mot de tennis. À présent, l'américaine Serena Williams s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie en battant la russe Maria Sharapova en 2-7, 6-4, 6-1 à Melbourne. La tenante du titre numéro 1 mondial affrontera donc la polonaise Agnieszka Radwanska, 4e mondiale pour une place en finale. C'était sa 18e victoire d'affilée sur Sharapova. On va tout de suite prendre la direction de Paris, le mardi noir pour les institutions, grève des taxis, des professeurs, des fonctionnaires dans leur ensemble, des contrôleurs aériens également. La France s'apprête à vivre aujourd'hui une journée de mobilisation sociale touchant de multiples secteurs. On va faire le point tout de suite avec Océane Nicole. Écoles fermées, taxis introuvables et avions annulés. La France tourne au ralenti ce mardi. Plusieurs syndicats ont appelé à manifester. Des perturbations sont attendues dans tous les secteurs, privés et publics. Près de 6 millions d'agents de la fonction publique sont attendus dans les rues. Une centaine de manifestations sont prévues dans la capitale. Ils réclament une hausse de leur pouvoir d'achat. Collèges et lycées restent pour la plupart fermés ce mardi. Plus de 2 millions d'enseignants vont manifester. Leurs revendications, la réforme des collèges et la suppression d'une partie des classes bilingues. Les professeurs du primaire réclament quant à eux une augmentation de leur salaire. Les contrôleurs aériens déserteront eux aussi les aéroports. 20% des vols devraient être annulés. Les syndicats refusent d'être soumis au nouveau système de primes, un système qui, selon eux, affecte leur pouvoir d'achat. Perturbations aussi dans les rues, les taxis protestent contre la concurrence et les dérives des VTC. Une grève qui risque d'être fortement suivie. En juin 2015, le précédent mouvement avait entraîné des violences. Seule surprise, les transports publics ne sont eux pas appelés à se joindre à cette grève nationale. Et on prend donc la direction de Paris. On y rejoint Olivier Lerner. Olivier, bonjour. Alors à l'heure où on parle, est-ce que Paris est déjà bloqué ? Alors c'est la porte Maillot qui est déjà bloquée puisque des centaines de taxis se sont donné rendez-vous il y a plus d'une heure maintenant sur cette place, pas loin de l'Arc de Triomphe. Alors il y a des taxis qui sont montés de province, mais, et ça c'est nouveau, on voit des taxis espagnols et d'autres taxis facilement reconnaissables. Ce sont les taxis anglais puisque le volant est à droite. Donc des taxis nationaux, provinciaux et des taxis qui viennent de très loin. L'ambiance est déjà très chaude porte Maillot, donc ça va chauffer dans les rues, ça va bloquer également sur le périphérique. Et puis le programme des manifestations et des grèves est impressionnant aujourd'hui. Les écoles, ça va bloquer aussi dans les airs, dans les hôpitaux. Bref, ça va bloquer partout, Nathalie. Je vous conseille pas de venir à Paris aujourd'hui. Non, j'en reviens. Donc on reste à Tel Aviv pour l'heure. Pourquoi, Olivier, ils ont choisi de manifester le même jour? Qu'est-ce que toutes ces revendications, finalement, elles ont en commun? Alors c'est un peu le hasard du calendrier, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir qu'effectivement tous les regards se tournent vers le ministère de l'économie aujourd'hui, vers Emmanuel Macron qui va sans doute passer lui aussi un mardi noir. Il est intéressant de relever qu'en ce qui concerne les taxis, en tout cas, quelques chiffres pour bien comprendre. Il y a à peu près 20 000 taxis
à Paris, il y a 8000 VTC. Mais le problème, c'est qu'il y a 15 000 clandestins qui font du VTC, qui maraudent, qui font du racolage, c'est-à-dire qui ne passent pas par l'appli et qui sont totalement illégaux, ces taxis. Et il est là le gros problème que cherchent à résoudre les autorités. Et c'est pas facile. Je me mets à la place aujourd'hui du ministère des Finances. Je ne sais pas quelle décision va prendre Bercy. Merci beaucoup Olivier, on sera avec vous pour justement parler des décisions et des réactions du gouvernement à ce mardi noir. Alors justement, l'application Uber, elle sème la panique en France avec les taxis, elle sème la discorde au sein du gouvernement israélien. L'entreprise fonctionne en Israël depuis 2014, mais elle reste limitée aux chauffeurs de taxi professionnels. Regardez. Cible privilégiée des taxis traditionnels, l'application Uber a fait l'objet cette semaine en Conseil des ministres d'une vive querelle entre le Premier ministre Netanyahou et son ministre des Transports Israël Katz. Le chef du gouvernement israélien a reproché à son collaborateur de ne pas avoir donné suite à la demande de la société de covoiturage. Cette dernière souhaitait étendre son activité dans tout le pays. Et pour cause, l'emploi du service Uber par un conducteur particulier est considéré comme illégal en Israël. Seuls les taxis professionnels ont le droit de l'utiliser depuis son lancement au mois de novembre 2014. Pourtant, certains chauffeurs privés n'hésitent pas à enfreindre la loi et à se muer en taxi. Uber constitue pour eux une source non négligeable de revenus. Je travaille dans la high-tech, je suis sans revenus, je suis moins disponible la journée. Je travaille surtout en fin de semaine. Je réalise mes meilleurs chiffres en fin de semaine où la demande est forte. C'est du gagnant-gagnant. Les taxis contestent, eux, le procédé. Ils dénoncent une concurrence déloyale qui met en danger toute la profession. On parle d'environ 200 000 personnes qui aujourd'hui possèdent la licence d'exercer en tant que chauffeur de taxi. Là, tous ces conducteurs mettent en danger la vie des passagers. L'affaire s'est retrouvée au milieu du sommet économique de Davos la semaine dernière. Le PDG d'Uber, Travis Kalanick, s'est entretenu avec le Premier ministre Netanyahou en marge du Forum suisse. Cette rencontre n'a pas échappé à Israël Katz. Il a vertement rappelé au chef du gouvernement que son travail n'était pas de prendre soin des capitalistes mais des citoyens d'Israël. Retour en France, à Calais, au bord de l'implosion. La tension ne retombe pas. La situation dans le camp de la Lande, le plus grand bidonville d'Europe, baptisé la jungle, en périphérie de la ville, n'a jamais été aussi instable. Léa Berdugo. Les responsables politiques locaux ont tenu une réunion exceptionnelle ce lundi. Objectif, trouver un traitement durable à la crise. Xavier Bertrand, nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, a dit vouloir éviter le drame. Il en appelle à François Hollande. Calais ne peut pas être oublié par la France. Il y a une action qui est menée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur à Calais, mais ça n'est pas suffisant. J'en appelle au président de la République. J'en appelle au président de la République pour qu'il vienne lui-même se rendre compte de la situation à Calais, pas pour qu'on aille lui expliquer, pour qu'il se rende compte, qu'il entende les responsables économiques, qu'il entende la population de Calais. Xavier Bertrand dit souhaiter la tenue d'un conseil ministériel. Le but, se rendre compte de la souffrance à Calais et du drame que vit sa population sur tous les plans humanitaires, économiques et sociaux. Car l'impact de la crise migratoire sur les entreprises locales est important. Dimanche, 2000 personnes ont manifesté pour soutenir les emplois. Ils ont réclamé un moratoire fiscal pour les entreprises de la région. La veille, 2000 personnes sont venues exprimer leur solidarité avec les migrants pour exiger des conditions d'accueil dignes. Au cours de cette manifestation, 50 personnes sont illégalement montées à bord d'un ferry. Après plusieurs heures de blocage, elles ont toutes été délogées par la police. Ce lundi, 6 migrants et 2 militants du collectif No Border qui étaient samedi sur le ferry sont passés en comparution immédiate. Les prévenus ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Le procès est renvoyé au 22 février. On prend la direction des États-Unis. À présent, à une semaine du début des primaires, le président américain estime qu'Hillary Clinton est prête. Barack Obama qui souligne l'expérience extraordinaire de Clinton. Julien Malone. Oui, Nathalie, quand vous dites comme ça, on a l'impression qu'il a fait une grande déclaration pour soutenir son ex-secrétaire d'État. On en est très loin. On est en effet à quelques jours du coup d'envoi des primaires. Ça sera le 1er février dans l'Iowa. Alors déjà, on peut se demander pourquoi il a attendu aussi longtemps pour apporter un soutien à l'un des candidats. Ça lui a pris beaucoup de temps. En fait,
il fait un maigre soutien lors d'une interview dans un journal, même pas une déclaration publique. Regardez ce qu'il a déclaré dans ce journal. Sa force, il parle de Hillary Clinton évidemment, le fait qu'elle a une expérience extraordinaire et qu'elle connaît tous les dossiers par cœur peut parfois la rendre plus prudente et donner à sa campagne une tonalité plus proche de la prose que de la poésie. Vous voyez, on ne sait pas si c'est un reproche ou un compliment, mais il ajoute, mais cela signifie aussi qu'elle peut gouverner et qu'elle est prête dès le premier jour. Voilà, il a besoin un peu de se rattraper. Et elle a mis quand même beaucoup de temps à lui apporter un petit soutien, alors qu'elle est elle-même dans les sondages pas très au point. Alors du coup, ces propos qui ont mis du temps à venir et qui sont particulièrement modérés, comment faut les comprendre? Alors d'abord, il faut comprendre que Barack Obama n'a pas forcément toujours été sur la même longueur d'onde que Hillary Clinton. Certes, elle était sa secrétaire d'État, les deux ont quand même été rivaux lors de la campagne présidentielle de 2008, lors des primaires de 2008. Elle-même était candidate à l'investiture démocrate. Il y a peut-être encore une rivalité entre les deux. Peut-être aussi que Barack Obama parfois se reconnaît un peu dans le rival de Hillary Clinton, qui est Bernie Sanders, qui se décrit comme un socialiste démocrate, qui a des positions très à gauche, notamment sur les questions économiques, sur la question de la sécurité sociale. Et certains font la comparaison entre Barack Obama et Sanders, justement en estimant que Barack Obama lui aussi était un challenger et pas le favori pour l'élection. Finalement, il avait fini par l'emporter et il avait pris justement, Barack Obama avait pris l'Iowa à Hillary Clinton en 2008. Peut-être que l'histoire se répétera. L'histoire qui explique le présent. Emmanuel Navon, bonjour. Alors Barack Obama, plutôt Sanders ou plutôt Clinton? Barack Obama lui aussi était un outsider, effectivement. Il est sorti de son chapeau et donc il se reconnaît peut-être là-dessus avec Bernie Sanders, mais il peut difficilement se permettre de soutenir officiellement Bernie Sanders, qui est quand même assez éclectique comme candidat, et Hillary Clinton, c'est quand même une figure importante du Parti démocrate. Il ne peut pas se permettre de se froisser avec la famille Clinton. Et voilà, entre deux, donc on va passer à un thème qui a beaucoup occupé Barack Obama pendant ses mandats. On parle de l'Iran avec la levée des sanctions, vous le savez, il y a 2 semaines. Téhéran, Rome, Paris accueillent VIP pour le président iranien Rouhani en visite à Rome. Il est attendu à Paris également cette semaine. On fait le point sur cette tournée diplomatique, tournée des sourires également avec Julia Galancia. La poignée de main est historique. Pour sa première visite officielle en Europe, Hassan Rouhani a choisi l'Italie avant de s'envoler pour la France mercredi. Au programme, un déjeuner de travail avec son homologue italien, Sergio Mattarella, avant une rencontre et un dîner avec le chef du gouvernement, Matteo Renzi. Nous sommes certains que l'accord sur le nucléaire iranien signé à Vienne sous l'impulsion de plusieurs partis n'est qu'une première étape. Il ne s'agit pas que de l'Iran, mais de toute la région qui va entrer dans une période de paix et de prospérité. Avant l'entrée en vigueur des sanctions, les échanges entre l'Italie et l'Iran s'élevaient à 7 milliards d'euros. L'Italie était alors le premier partenaire économique et commercial de l'Iran. Nous avons bien travaillé avec l'Italie dans de nombreux secteurs et nous devons poursuivre cette coopération afin d'installer une paix durable au Moyen-Orient. Leurs échanges sont actuellement de quelque 1,6 milliard d'euros, dont 1,2 milliard d'euros d'exportation italienne. Mardi matin, Rouhani doit s'exprimer devant un forum économique Italie-Iran, un rendez-vous très attendu par les industriels transalpins. Mais dans la course au contrat, Airbus a d'ores et déjà été le plus rapide. Le ministre iranien des Transports a annoncé samedi que l'Iran allait acheter 114 avions. Rouhani doit signer cet accord mercredi à Paris. Alors voilà, des accords signés, des accueils en grande pompe. Comment Israël réagit? De quel œil Israël voit cette nouvelle place de l'Iran sur la scène internationale? C'est sûr que vu d'Israël, Israël ne participe pas, je dirais, à cet enthousiasme en Europe. Vous avez parlé d'offensive des sourires, c'est vrai. Rouhani se fait recevoir par les grandes capitales européennes. Il signe des contrats énormes, des contrats économiques. Les Européens se dépêchent évidemment pour bénéficier de la levée des sanctions, les Italiens, les Français, et puis bien entendu, réhabilitation diplomatique et internationale de l'Iran. Et là, Israël voit ça d'un mauvais œil parce que, en attendant, le programme nucléaire est toujours là. Est-ce que l'accord va être vraiment suivi à la lettre par les grandes puissances ou pas? Israël se pose la question, effectivement. C'est le doute pour Benyamin Netanyahou notamment. Alors, on va faire mention à présent du programme de Rouhani. Il est aujourd'hui à Rome. Il sera en déplacement demain à Paris où il prononcera un discours, discours particulièrement étonnant puisque ce sera le 27 janvier. Donc, 27 janvier, jour de commémoration de la Shoah. Oui, alors là, effectivement, il y a quelque chose de surprenant avec le timing. C'est-à-dire que Rouhani, effectivement, va s'exprimer
à l'UNESCO à Paris demain, le jour de la commémoration de la journée internationale de la Shoah. Et on sait que l'Iran, alors effectivement, Rouhani n'est pas Ahmadinejad qui lui était dénigré la Shoah ouvertement et négationniste. Mais il va y avoir à Téhéran au mois de juin une exposition internationale, une compétition internationale de bande dessinée négationniste sur la Shoah. Et là, la secrétaire générale de l'UNESCO compte en parler avec Rouhani. Et cela, c'est un exemple, encore une fois, de la façon dont l'Iran, en dépit de la levée des sanctions, en dépit de sa réintégration économique et internationale, continue dans cette politique négationniste de la Shoah, d'appel ouvert de destruction d'Israël. Et la question de savoir est-ce que les Occidentaux, est-ce que les pays occidentaux, à côté de cette politique de réintégration, vont rester fermes sur la politique négationniste et de menace de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Et voilà, des hasards du calendrier qui font parfois grincer des dents. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec nous sur ce plateau. À suivre dans notre édition, l'expression était polémique il y a 5 ans, elle est toujours autant aujourd'hui. Bébé sauveur ou bébé médicament, comment s'est mis en place le processus? Nous serons avec René Friedman, le papa du bébé sauveur, le papa également en 1982 du premier bébé éprouvette. Nous serons avec lui dans quelques instants, juste après un nouveau point sur l'actu présenté par Elsa Mimoun. À tout de suite.